Le contenu numérique révèle de toute forme d'information, de médias ou de données qui existent et est distribué sous forme de données électroniques incluant des éléments comme le texte, les images, la musique, la vidéo, les applications et les jeux accessibles via des plateformes en ligne ou des appareils numériques. Ce contenu numérique peut être créé et consommé dans divers buts, éducation, divertissement ou information, et son accessibilité et sa facilité de partage ont révolutionné le monde de la communication et de l'information. Mais comment le droit encadre-t-il l'activité humaine dans cet univers virtuel? Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial qui s'interroge sur la capacité de la justice gabonaise à intervenir sur les contenus numériques. Je reçois à ce titre Romuald Angwendon Allard, substitut du procureur de la République, et avec lui Magali Bernande Kombila, juge au tribunal de première instance de Libreville. Bienvenue à vous sur le plateau de Gabon 24 et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. On vous remercie pour l'invitation. Alors, on va droit à l'essentiel entre le droit public, le droit privé, le droit objectif ou les droits subjectifs. On aimerait savoir si il existe une chambre spécifique qui traite justement ou qui encadre l'univers du numérique au Gabon. Au Gabon, il n'existe pas une chambre spécifique qui encadre l'univers du numérique. Déjà, il faut préciser qu'il s'agit de droit privé. Mais en réalité, c'est plutôt le droit pénal en général qui se charge de ce qui est du numérique au Gabon. Mais il n'a pas été créé une chambre spécialisée dans ce contexte-là. Alors, est-ce que le cadre juridique gabonais, monsieur le substitut du procureur de la République, est-ce que le cadre juridique gabonais, justement, est suffisamment fourni de traiter des délits, des infractions ou même des crimes lorsqu'il s'agit du domaine du numérique? Oui, il faut dire que pour l'instant, nous avons de très bons textes qui permettent de recouvrir, de recouper un peu tout ce qui se pratique pour l'instant comme crimes et délits en matière, dans le domaine numérique. Nous avons donc notre code pénal qui est la loi 6/5/2021 portant code pénal en République gabonaise. Dans son titre 3, chapitre 1, section 3 à 5, vous avez différentes, dans ces sections, dans ces textes, vous avez différentes infractions qui, différentes infractions qui se commettent, hein, voilà, qui se commettent sur la toile. On a ce texte-là qui a une portée générale. Il y a un texte qui a une portée beaucoup plus particulière. Donc, c'est la loi numéro 27/2023 du 11 juillet 2023 qui réglemente le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité. Donc, ce texte est beaucoup plus pointu, je vais dire, sur la question. Il recoupe également, il regorge, on retrouve dans ce texte plusieurs infractions, du moins pour l'instant, tout ce qui se fait sur la toile actuellement en termes de délits et de crimes. Alors là, il faut quand même avouer que la course, je veux dire, entre la loi et le délinquant est une course de fond. Le délinquant cherche toujours le moyen d'échapper à la loi, il s'invente, il se crée, et la loi suit le même parcours. Donc d'ici là, que les criminels, que les délinquants virtuels créent d'autres délits, le législateur, je n'en doute pas, ne manquera pas de s'adapter et nous pondre un texte qui nous permettra de poursuivre, de réprimer de tels actes. Alors, Madame le juge, dans l'exercice de vos fonctions, on aimerait savoir si, justement, les peines et amendes prévues lorsqu'on fait face à un dossier relatif au domaine du numérique, si ces peines et amendes peuvent varier selon qu'on soit dans le domaine du numérique, un domaine virtuel, ou qu'on soit du domaine de la réalité. Ça veut dire, si on prend par exemple
le cas de la diffamation, quelqu'un qui procède à la diffamation dans la réalité, ça peut être dans un cadre privé ou dans un cadre public, et quelqu'un qui procède à la diffamation sur du numérique avec l'effet amplificateur. Le profane voudrait savoir s'il y a une différenciation de la peine. En réalité, dans le code, on ne fait pas de différence que la peine ait été commise en présentiel ou sur la toile. Il n'y a pas cette différence-là. Mais après, c'est la sensibilité du juge ou encore, lorsque le juge rentrera dans le secret des délibérations, qu'il va évaluer, on va dire, le préjudice que la personne aura subi. Parce que ce qui est clair, c'est que si nous avons été diffamés avec 10 personnes et que nous avons été diffamés avec l'accès à des millions de personnes, l'impact n'est pas forcément le même. Forcément, on aura plus à perdre que si on a été diffamé dans un cercle beaucoup plus restreint. Donc le juge va tenir compte de toutes ces particularités-là pour donner la juste peine ou la juste sanction à l'infraction qui aura été commise. Mais cela n'est pas, il n'y a pas de différenciation de base, c'est-à-dire infraction numérique, telle peine, infraction en présentiel, telle peine. Non. La peine, elle est fixée de telle peine à telle peine, l'amende de tel montant à tel montant. Maintenant, ce sera en fonction de l'appréciation du juge et de la gravité des faits qui auront été commis. Mais est-ce que le préjudice n'a pas une portée assez importante qui aurait certainement dû influencer le jugement? Parce que lorsqu'on est sur la toile, si on fait un torse, par exemple, à votre image, sur le substitut du procureur, la personne qui est à l'autre bout du monde est justement, informée, peut justement apprécier ce qui se fait depuis le Gabon. Est-ce que justement le fait que les réseaux sociaux, le numérique, soit un facteur amplificateur ne devrait pas peut-être amener le législateur gabonais à endurcir le ton quand il s'agit des infractions commises sur ce domaine-là? Bon, oui, le ton est même déjà durci, j'ai envie de dire. Hein? Maintenant, comme la collègue disait, ce sera au juge d'apprécier la peine à accorder parce que le juge bénéficie d'une certaine souveraineté en matière d'application de la peine. Alors, donc je disais que le ton est durci parce que quand même, lorsque vous regardez, vous prenez disposition de l'article 76 de la loi 27/2023, qui réglemente la cybersécurité, cette disposition exclut le bénéfice du sursis aux auteurs de l'infraction. Alors, quand vous expliquez un peu, lorsque vous commettez une infraction, le juge peut décider de vous condamner avec sursis, c'est-à-dire ne pas vous envoyer en prison, vous êtes condamné, mais vous rentrez chez vous, vous êtes libre. Le juge peut également, selon sa sensibilité du dossier, vous condamner et décider que vous purgerez votre peine dans une maison de correction. Dans une prison, hein, dans une maison de correction. Donc, pour le cas de cette loi, pour le cas des infractions numériques, le législateur lui-même, dans l'article 76, a exclu le sursis exclu le bénéfice du sursis aux auteurs des infractions numériques. Alors qu'en règle générale, le sursis est toujours appliqué aux infractions. Donc c'est une volonté du législateur, je pense, de durcir le temps. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, nous, au parquet, vous savez que notre législation, notre droit pénal, notre procédure pénale est basée sur le principe de la séparation des poursuites et des fonctions de poursuite et de jugement. Donc moi, le procureur, je poursuis, je présente la personne devant une juridiction et je donne au juge mon point de vue. Donc c'est au juge d'apprécier, de dire si j'ai bien ou bien mal fait de poursuivre la personne et d'infliger la peine qui correspond. Mais nous, dans nos réquisitions, lorsque nous prenons la parole pour donner notre point de vue, nous sommes généralement très sévères. Nous requérons souvent le maximum des peines parce que, comme la collègue disait, les infractions numériques aujourd'hui
la diffamation sur le numérique a des conséquences catastrophiques. Vous êtes au Gabon, mais vous êtes connu par quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est en France, alors que vous ne connaissez pas cette personne. Cette personne connaît peut-être votre vie parce qu'elle a lu sur les réseaux sociaux. Donc, l'impact est beaucoup plus important. Donc, nous estimons qu'il faut toujours requérir, demander à la juridiction de jugement le maximum, d'infliger le maximum de la peine. Après, évidemment, le juge est libre. C'est à lui de donner la peine qu'il estime être juste. Alors, Madame le juge, est-ce que, en matière de procédure, vous intervenez également dans la collecte, justement, des données, ou lorsque il y a un dossier, ce sont, par exemple, les officiers de police judiciaire qui sont chargés, justement, de collecter les éléments, que ces éléments soient sur la toile publique ou pas? En réalité, en matière pénale, le juge reçoit le dossier en l'état d'être, est censé recevoir le dossier en état d'être jugé. Ça veut dire que la procédure se passe en amont. Donc les différentes enquêtes, les différentes recherches, tout ce qu'il y a comme élément à produire doit venir avec le dossier que le parquet nous présente. Parce que le parquet est maître des poursuites, c'est lui qui diligente l'enquête, qui réunit tous les éléments qui seront nécessaires pour que le juge puisse apprécier le dossier et rendre le droit. Donc nous contentons de recevoir la procédure et de consulter les pièces du dossier que nous avons, d'entendre les parties et de rendre notre jugement. Alors, monsieur le procureur, monsieur le substitut du procureur de la République, alors pour mieux apprécier, c'est vrai que cette question devrait aller à Madame le juge, pour mieux apprécier un dossier, est-ce que le tribunal peut requérir à l'expérience ou à l'expertise d'un individu ou d'une administration? On a par exemple au Gabon ici l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Voilà. Oui, alors comme disait la collègue, nous nous assurons toujours que le dossier que nous allons défendre, hein, parce que le procureur est parti au procès, ça veut dire que c'est moi qui porte accusation, c'est le parquet qui porte accusation. Le parquet doit se ménager des preuves, des éléments pour être sûr d'aboutir à une condamnation. Donc, nous faisons toujours le nécessaire pour que notre dossier soit en l'état d'obtenir le résultat que nous voulons, notamment la condamnation. Donc, nous-mêmes, lorsque nous nous rendons compte qu'un élément nous échappe, qu'il nous faut mieux comprendre telle ou telle pièce du dossier, évidemment, la loi nous permet de requérir directement l'assistance des personnes indiquées en l'espèce, effectivement, les éléments de l'ARCEP, qui sont les officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Donc, ils sont directement sous le contrôle, du moins en matière de police judiciaire, ils sont sous le contrôle du procureur de la République. Donc le procureur de la République a tous les atouts dans la main. Il peut facilement les requérir pour dire, bon, tel élément, je voudrais comprendre, tel autre élément, pour que lorsqu'il amène son dossier et qu'il va devant le tribunal pour dire, voici ce que j'ai, voici cette personne que j'ai poursuivie, que je poursuis, qui a tombé l'ordre public, il faut le condamner parce que voilà. En général, le dossier est en l'état. Alors, est-ce que le ministère public peut s'auto-saisir lorsqu'il s'agit d'un délit, d'une infraction ou même d'un crime sur le numérique qu'il concerne directement un individu ou qu'il concerne l'État? Bon, là, c'est plutôt une question du parquet, mais je vais répondre. Le parquet peut toujours compléter. Le ministère public ne s'auto-saisit pas dans tous les cas. Comme je disais, il y a ce qu'on appelle les infractions à caractère personnel. Pour les infractions à caractère personnel, la saisine de la justice dépend de l'individu qui porte plainte. Ça veut dire que tant que cet individu-là ne porte pas plainte, le procureur ne peut pas s'auto-saisir, comme dans les cas des diffamations, des injures. Ce sont des infractions à caractère personnel. Donc si moi, par exemple, Madame le juge, je me fais insulter, tant que je ne porte pas plainte, même si ça a été sous la face publique,
Tant que je ne porte pas plainte devant monsieur le procureur ou dans un commissariat, le ministère public ne pourra pas s'autosaisir voilà, des faits qui m'auront été... Voilà. Maintenant, il y a des cas, par exemple, dans le code pénal, on voit des outrages ou encore des diffamations à l'encontre du corps de l'État, des membres voilà, de l'armée. Voilà. Dans ces cas-là, par exemple, vu qu'il s'agit de l'État, donc voilà, dans les cas où il s'agit de l'État, le ministère public peut s'autosaisir. Mais pour les cas qui concernent des personnes, on va dire des individus, ces personnes-là doivent saisir le procureur avant que celui-ci ne puisse mettre en branle l'action publique. Est-ce que cette saisie ne peut également être l'apanage d'un individu, d'un citoyen, lorsque, par exemple, ce dernier constate qu'il y a eu, par exemple, un appel au soulèvement, un appel, je ne sais pas, un appel à la désobéissance civile, par exemple? Oui, parce que le procureur est saisi des plaintes et des dénonciations. Une plainte, c'est vous qui êtes victime, vous avez été personnellement victime dans votre chair, j'ai envie de dire, de l'infraction. Vous décidez de mettre en mouvement l'action publique. Ça, c'est la plainte. Après, vous avez les dénonciations. La dénonciation, c'est-à-dire, vous avez, en tant que citoyen, vous avez constaté un fait que vous savez être une entorse à la loi pénale. Vous portez ce fait à la connaissance du procureur de la République pour que celui-ci ouvre une enquête. Là, vous n'êtes pas personnellement victime. Mais comme l'ordre public est le bien de tout le monde doit y veiller, la loi permet à tout un chacun de saisir le procureur par dénonciation en disant « j'ai vu telle chose, ça ne me paraît pas être conforme à ce que je sais du droit pénal, du code pénal, ça me paraît être telle infraction prévue, punie par tel disposition du code pénal » et le procureur, sur cette base-là, met en mouvement l'action publique. Donc, effectivement, oui, c'est possible. Bon, il faut quand même préciser une chose. Allez-y, madame. Il ne faudrait pas qu'une personne ait insulté une autre personne sur la toile et quelqu'un vienne faire une dénonciation. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, l'action publique ne sera pas mise en branle. Comme je disais, ou comme monsieur le procureur disait, ces cas-là peuvent concerner des infractions générales, c'est-à-dire des infractions où le ministère public a la possibilité de s'autosaisir. Si ce n'est pas une infraction où le ministère public a la possibilité de s'autosaisir et que c'est une infraction à caractère personnel, même si la personne vient faire la dénonciation, cette dénonciation n'aura pas pour effet de mettre en branle l'action publique. Elle restera telle qu'elle. Alors, vous avez la parole, madame le juge, et vous la gardez. Est-ce qu'en dehors des outils prévus, des outils de la loi, ça veut dire le cadre juridique, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les juges seraient amenés à également avoir des connaissances sur le plan du numérique, sur le plan de la technologie, pour mieux apprécier les dossiers qui relèvent justement de ce domaine, ou bien il n'y a que le cadre juridique, comme le disait tout à l'heure monsieur le substitut du procureur, qui devrait s'adapter au cas où les infractions prendraient une autre tournure, prendraient une autre nature. Bon. Est-ce que le juge fonctionne comme un ingénieur qui doit, lui, s'adapter à l'évolution de la technologie? Le juge s'adapte à l'évolution de la technologie, évidemment, parce que les textes de loi évoluent en fonction des situations juridiques. Donc, dès qu'il y a une nouvelle situation juridique, nous écrivons, pas nous, du moins les députés écrivent de nouvelles lois et nous devons nous adapter en fonction des infractions ou en fonction des actions que les populations peuvent poser. Le juge travaille avec le numérique comme toute personne, c'est-à-dire nous avons accès, grâce au numérique également, nous avons accès à plus d'ouvrages, à plus de jurisprudence, nous avons accès à beaucoup de faits de société. Ça nous aide également dans la compréhension de certains faits, ça nous aide dans l'exercice de notre fonction au quotidien. Maintenant, dire que nous utilisons beaucoup le numérique en termes de rédaction ou en termes de travail, pour l'instant, non. Disons qu'on attend patiemment que la numérisation nous rejoigne dans nos juridictions, mais on sait que ça se fera. Voilà. Alors, vous avez sorti une notion assez intéressante, c'est la jurisprudence. Lorsqu'on regarde de près les données publiées par l'Observatoire des marchés
de l'ARCEP, en 2024, la pénétration mobile était à hauteur, le taux de pénétration mobile était de 176,52%, alors que le nombre d'abonnés en 2024 était de 5 545 403. Au regard justement de ces chiffres, autant pour moi, on peut se rendre à l'évidence de l'intense activité qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur la communication électronique de façon générale. Est-ce que cette intense activité est un peu relative aux plaintes qu'on peut enregistrer justement au niveau du tribunal de première instance de Libreville? Est-ce qu'il y a véritablement, au moment où la numérisation bat son plein, est-ce qu'il y a également en perspective ou en parallèle surtout une évolution également des plaintes dans ce domaine? Oui. Mais il faut quand même avouer que si on fait le ratio, entre les infractions qui se commettent au quotidien et le nombre de plaintes que nous recevons, le ratio est déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui se plaignent. Est-ce de l'ignorance? Est-ce l'ignorance? Est-ce parce que souvent les gens qui s'insultent ou qui se diffament sur les réseaux sociaux, à la base, c'est des personnes qui se connaissent? Est-ce qu'après, ça se règle en famille? Je ne saurais trop vous dire. Mais comme la collègue expliquait tout à l'heure, beaucoup d'infractions, il y a des infractions qui sont des infractions personnelles pour lesquelles le ministère public ne peut pas s'auto-saisir s'il n'a pas reçu, il ne peut pas se saisir s'il a reçu, il n'a pas reçu de plainte. Donc, effectivement, il y a ce déséquilibre-là. Il suffit pour s'en rendre compte, de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des injures, de tout ce qui se passe, et de voir qu'on n'a pas tellement de procédures dans ce sens-là. Ce qui est vrai, c'est que les gens se réveillent, les gens déposent de plus en plus plaintes, mais pour l'instant, le ratio entre les actes commis et les procédures enregistrées est très largement déficitaire. Voilà. Alors, Madame le juge, oui. Est-ce que ces cas qui sont présentés chez vous dépassent un tout petit peu le cadre juridique prévu? Je m'explique. Est-ce qu'il y a des infractions dont la loi ne peut pas traiter en termes de punition? Est-ce que vous faites, par exemple, appel face à un vide juridique à une jurisprudence? Bon, il faut préciser qu'il y a un terme que tous les praticiens du droit donnent souvent, c'est « il n'y a pas d'infraction sans texte ». Ça veut dire que si la loi ne l'a pas prévu, c'est que ce n'est pas une infraction. Est-ce que c'est une façon pour nous de dire au quartier que ce qui n'est pas interdit est permis? Non, ce n'est pas ce qui n'est pas interdit et permis, mais c'est ce qui n'est pas puni, qui n'est pas prévu, n'est pas puni. C'est plutôt ça le terme. Donc si nous n'avons pas prévu que un X ou Y comportement soit une infraction, ça ne peut pas être puni devant le tribunal. Et d'abord, étant donné que la procédure passe d'abord par le procureur de la République, qui est maître des poursuites, il faudrait d'abord que le procureur de la République constate qu'il y a eu infraction à la loi pénale avant que le dossier ne soit transmis. Donc avant d'arriver devant le tribunal, nous allons forcément viser un article du code qui correspond à la situation juridique qu'on a vécue. Si ça n'existe pas dans notre code, ça veut dire que ce n'est pas une infraction. Dans notre code ou dans nos lois spéciales, ça veut dire que ce n'est pas une infraction. Ce qui veut dire que le type d'infractions qu'on rencontre aujourd'hui sont des infractions que le code pénal plus ou moins a défini et a prévu. Exactement. C'est le principe, pour compléter ce que la collègue disait, le principe de la légalité des peines des infractions. Voilà. Vous voyez, il ne peut pas avoir d'infraction sans qu'il y ait de texte. S'il n'y a pas de texte, c'est qu'il n'y a pas d'infraction. Voilà. Ouais, c'est vraiment un principe sacro-saint en droit pénal. S'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de texte, ce n'est pas prévu, si ce n'est pas reprimé, c'est qu'il n'y a pas d'infraction. Voilà. Alors nous sommes pratiquement au terme de ce plateau spécial. Dernier tour de table avec vous, monsieur le substitut du procureur de la République, pour dire qu'au terme justement de cette émission, est-ce que
vous, à travers votre observation également de la vie en société, le droit gabonais est plutôt bien parti face au numérique aujourd'hui? Alors, sans vouloir jeter des fleurs à notre législation, bon, après, chacun prêche pour sa chapelle, je dirais que pour l'instant, les choses vont assez bien. Ça va assez bien et certainement, les auteurs des infractions vont s'adapter pour contourner les lois. À ce moment, les lois vont s'adapter pour les poursuivre. Mais pour l'instant, ce que nous arrivons à faire est déjà pas mal. Alors, on va donner la parole pour la dernière fois à Madame le juge. Est-ce qu'au-delà, quand on catégorise par exemple les délits, les infractions et les crimes, est-ce que les Gabonais aujourd'hui utilisent Internet, ceux qui sont du mauvais côté de la société ou du mauvais côté de la loi, utilisent Internet pour véritablement chercher à mettre l'État en mal, ou c'est plutôt des petites infractions qu'on peut considérer, qu'on peut rencontrer ça et là? Est-ce qu'on a des attaques à la hauteur de vouloir, par exemple, paralyser le système bancaire, le système hospitalier, des choses de ce genre? Bon, je n'ai pas d'informations dans ce sens, comme des attaques qui viseraient à paralyser les systèmes bancaires ou hospitaliers ou autres. Ce que je dirais simplement, c'est que peut-être la volonté n'est pas d'attaquer l'État directement, mais nous faisons beaucoup preuve d'incivisme. C'est ce qui est remarqué. Nous faisons beaucoup preuve d'incivisme et nous prenons beaucoup les choses à la légère. Tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir. Et contre l'État, donc contre le Gabon, et contre les personnes contre qui ces agressions sont perpétrées. Donc, ce qu'on pourrait faire vraiment en tant que magistrat, en tant que juge et substitut du procureur, c'est appeler les gens à beaucoup plus de responsabilité. Lorsqu'on prend parole sur les réseaux, ça a une incidence sur la vie de plusieurs personnes. Donc, de faire attention à ce que nous partageons, à ce que nous disons. Et surtout à ce que nous produisons. Exactement. Merci à vous, Madame Magali Bernande Kombila. Vous êtes juge au tribunal de première instance de Libreville. Merci vraiment d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je vous remercie également de m'avoir invité. C'est un honneur. À vous aussi, Romuald Angwendon Allard. Vous êtes substitut du procureur de la République. Merci également d'être venu sur le plateau de Gabon 24, partager cette connaissance à tous nos téléspectateurs. Merci pour cet échange. À vous aussi, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce plateau spécial. À très vite sur les programmes de Gabon 24.